Donc, je me présente, je suis Sandra Paul et j'exerce l'activité de thérapeute de couple et de famille, thérapie individuelle. Et en même temps, je suis consultante en évolution professionnelle, c'est-à-dire que j'accompagne les personnes qui sont sur un questionnement de reconversion. Comment expliquer que Boris Cyrulnik, après une enfance douloureuse, remplie de peur, de violence, chemin faisant, cet homme devient pédopsychiatre, neuropsychologue et X titres. Comment Nelson Mandela, pendant 25 ans enfermé en prison, a-t-il réussi à garder contact avec l'amour en l'être humain? Comment Etty Elizondo a pu passer et terminer sa vie en camp de concentration et tout au long de son séjour a fait naître en elle des mots d'amour envers tout être humain et envers même ceux qui pouvaient lui faire vivre ces atrocités. Comment ont-ils géré leur peur? La peur, elle peut provoquer 3 réactions, 3 états. La sidération, l'attaque ou la fuite. Pour ma part, c'est la sidération. Et c'est un phénomène qui s'est répété tout au long de ma vie, à différents niveaux. Et je vais tenter de vous l'expliquer. Alors vous vous dites, mais où elle veut en venir? Alors j'y arrive. Je vais vous raconter quelques mots de mon parcours et vous présenter 3 constats. Et tout a commencé enfant. À partir du moment où j'ai commencé à identifier que j'avais quelque chose qui racontait un dialogue intérieur, que j'étais différent de papa, maman, je me suis questionnée pourquoi ce que je vis à l'intérieur, pourquoi ça ne ressemble pas à ce qui se passe à l'extérieur? Pourquoi ma façon dont j'aurais envie d'être en lien avec les autres, pourquoi c'est différent dans ce que je vois dans les relations entre les autres? Et je ne comprenais pas, parce que je ne me retrouvais pas dans dans les comportements, dans les mots, dans la façon d'être en lien. Et j'ai fini par me sentir seule, en fait, parce que je me trouvais tellement différente des autres. Ça, c'est ce que je me racontais. Et puis mon corps, il était très replié, timide. J'ai eu des problèmes avec la propreté pendant très longtemps. Pour l'alimentation, c'était compliqué également. Je n'arrivais pas à avaler la viande, à avaler le poisson. J'en faisais des boules dans mon coin, là, vous allez à la joue. Voire même, j'utilisais la stratégie d'aller les jeter dans les bouches d'aération des WC, mais ça, il ne faut pas le dire. J'ai osé l'avouer à papa il y a quelques années. Je faisais très régulièrement des malaises vagos, le soir, après le repas, au coucher. Les intestins me travaillaient, c'était douloureux. La peau manifestait une infection de verrues plantaires. Enfin bref, mon corps disait des choses, mais sans trop savoir pourquoi. Et relationnellement, je me faisais repérer de par cette extrême timidité. Et j'ai pu subir de l'humiliation, des agressions, du harcèlement scolaire. Et en fait, je me suis rendu compte que l'extérieur, c'était du danger. L'extérieur, c'était la menace. Il n'y avait qu'à la maison où je me sentais en sécurité.
Et puis, intellectuellement, comment vous dire que dans les évaluations des bulletins scolaires, j'entendais toujours la même chose. Manque de maturité, résultats insuffisants, travail inachevé, incompréhension, manque de participation. Et finalement, à force d'entendre ça, j'ai fini par croire en fait ce que j'entendais, et jusqu'à même me convaincre que cette différence par rapport à ce que je voyais des autres, c'est que je n'étais pas à la hauteur en fait. Et donc a commencé à se construire en moi un regard sur moi-même, comment vous dire que l'estime de soi et la confiance en soi, elle a eu du mal à naître. À l'adolescence, j'ai fait le parcours, je suis passée derrière mon grand frère. On lui avait demandé de passer son BAFA et d'animer des centres de vacances. Et j'ai pris le même chemin. J'ai animé des centres de vacances. Et ça a été une très belle rencontre, puisque c'est là où je me suis sentie à ma place, dans la relation avec l'enfant. Et malgré tout, malgré cette timidité, voilà, j'aimais cette proximité et j'arrivais à me dépasser. Et quand je rentrais dans la relation, la timidité s'envolait. Je me sentais bien dans la relation à l'autre. Et au fil du temps, je me suis ennuyée. Parallèle à ça, j'avais cette curiosité sur la psychologie, le développement personnel. Et mon premier livre a été « L'enfant est une personne » de Françoise Dolto. Et rien que ce titre, en fait, m'a permis de réaliser que moi, c'est moi et maman, c'est quelqu'un d'autre. C'est comme si ce titre m'avait permis de défusionner de maman et de me rendre compte que j'étais un être à part entière et que je n'étais pas la prolongation de maman, ou un double de maman, ou dans l'ombre de maman. Et puis ensuite, chemin faisant, j'intègre l'association qui est le Centre d'information sur les droits des femmes et des familles. Et là, c'est la révélation. Je suis à l'accueil, je me sens utile, j'écoute ces hommes, ces femmes qui appellent. Je me sens remplie de mission. Et j'accepte d'aller me former à Paris sur les techniques d'entretien, sur la reformulation, sur comment on accompagne une femme qui va vous parler, vous témoigner de ses difficultés dans la relation conjugale et familiale. Et là, va naître vraiment en moi une sensibilité à la considération de l'autre, à l'écoute de l'autre, pour tenter d'accueillir sa souffrance, ou tout au moins lui apporter une écoute bienveillante. Et vraiment, naît une question, comment aider au mieux mon prochain ? Et en même temps, je suis dans deux paradoxes, à la fois dans « waouh, la femme et certains hommes peuvent vivre dans des conditions aussi extrêmes, aussi violentes, aussi douloureuses ». Et de l'autre côté, ah ouais, mais l'être humain est capable de cette violence-là. Et waouh, dans mon univers, je ne connaissais pas ça. Et néanmoins un sentiment d'impuissance. J'ai peur pour ces femmes. Et là, pareil, sentiment de sidération, mais je ne comprends pas comment est-ce possible. Et à côté de ça, ça fait quelques années que j'ai des idées noires et que je n'arrivais pas à m'en défaire. Et là, en fait, mon dialogue intérieur vient me dire « Mais Sandra, tu n'as pas le droit. Tu entends ce que tu peux prendre la mesure de ce qu'on te raconte. Et toi, ça ne va pas dans ton petit quotidien ?» Et du coup, je n'avais pas le droit, moi, d'aller mal, parce que j'estimais que je ne souffrais pas suffisamment. Et à côté de ça, mon corps avait besoin de danser, et j'allais danser. Je m'éclatais dans la danse. Mon corps avait besoin de bouger, d'exister, de vivre. J'ai osé partir en voyage à Cuba.
malgré la peur et les contre-indications de papa et maman. Pourquoi vas-tu si loin pour danser la salsa? Eh bien oui, mais mon corps m'appelait. Et durant ce voyage, je rencontre une amie qui fait naître en moi une possibilité, c'est de quitter enfin le foyer et de m'installer toute seule. Et là, gros problème, les malaises vagos sont toujours là. Ah oui, je ne sais pas si je vous l'ai dit que je faisais des malaises vagos. Oui, et ouais. Et là, je me dis, mais comment je vais faire? Papa et maman étaient là pour me porter assistance. Et là, si je vais m'installer toute seule, il n'y aura plus personne pour s'occuper de moi. Mais tant pis. Je dis, allez, on va dépasser la peur et on va expérimenter ça. Et donc, finalement, je me rends compte que dans cet appartement, ou même dans ces soirées où je peux avoir aussi ces malaises vagos, il n'y a plus personne à côté de moi. Il n'y a plus personne pour me secourir. Et donc, du fait d'être seule, eh bien, je vais apprendre à découvrir les symptômes. C'est-à-dire, je vais reconnaître que, ah oui, quand ça arrive, le cœur il palpite. Quand ça arrive, il y a des bouffées de chaleur. Et puis, il y a la tête qui tourne. Et puis, je m'évanouis aussi. Et tous ces signaux, en fait, petit à petit, je vais me familiariser avec. Et avec le temps, à force de rentrer en contact avec ces sensations-là, eh bien, je vais repérer de plus en plus tôt les manifestations physiques. Et puis, je vais me mettre à me parler. Je vais me centrer sur ma respiration pour tenter de réduire l'effet. Et avec le temps, à force de cet entraînement, eh bien, je vais me rendre compte que je vais me calmer, je vais réussir à apaiser ces malaises jusqu'à ce qu'ils disparaissent. À côté de ça, sur ce poste au CIDF, mon implication auprès de cette écoute et de ces femmes victimes de violences conjugales, on va me proposer de faire l'accompagnement social des femmes qui sont victimes de violences conjugales et que l'on va héberger sur des logements. Et puis, ils mettent en place de la supervision avec un psychologue où on peut évoquer les situations que l'on vit difficiles avec soit les personnes que l'on accompagne, soit les personnes qui sont sur les logements sociaux. Et là, le job, en fait, le travail, en tout cas l'invitation, c'est de mettre en mots ce qu'on est en train de vivre en tant que professionnel dans la relation à l'autre. Et là, de nouveau, sidération. Oh, mais comment je vais faire? Comment mettre en mots ce que je vis? Parce qu'en fait, je découvre de la colère en moi. Et puis j'ai peur aussi, parce qu'un jour, je me retrouve sur le palier d'un appartement avec cette dame pour récupérer ses vêtements, et elle se met à tambouriner sur la porte. Et je sais que monsieur est derrière. Et là, j'ai très peur. Et je me dis, mais comment c'est possible? Et là, je comprends, à force de faire ces formations, je comprends qu'est-ce que vivent ces femmes, qu'est-ce que vivent ces hommes. Et j'apprends à mettre de la distance, à moins être en colère envers l'autre par rapport à ses agissements, mais que c'est son histoire et que la personne, voilà, pour le moment, elle en est là. Elle ne peut pas réagir autrement. C'est sa façon de réagir. Et donc, malgré ce dialogue intérieur qui me freine, mais non, qu'est-ce qu'on va penser de toi si tu racontes ça? Pareil, je fais le grand saut et je me dis, allez, je vais mettre en mots. Et auprès de mes collègues, j'ose dire, oui, à un moment donné, j'ai eu peur. Et oui, à un moment donné, j'ai de la colère. Je peux ressentir de la colère envers ces personnes. Et là, je sens en moi, à chaque fois que j'ose témoigner de ma réalité intérieure, je sens de l'apaisement. Je sens quelque chose qui se lâche dans mon corps. Et après avoir parlé, je sens aussi que le rythme cardiaque ralentit.
Je sens que la boule à la gorge, elle a disparu. Et je suis fière de moi parce que j'ai osé dépasser ce que mon dialogue intérieur pouvait me raconter pour faire un pas vers moi-même, en fait. Et puis un jour, la directrice me dit « Bon, ben Sandra, nous avons une réunion avec des partenaires. » Ils appelaient ça à l'époque la commission violence. Et c'est une réunion avec plein de professionnels, avocats, gendarmes, police, représentants des institutions locales. Et elle me dit, ben, ça serait bien que tu parles de ta mission d'accompagnement auprès des personnes sur les logements d'urgence. Ah, donc je suis toujours autant timide, j'ai toujours la boule à la gorge, j'ai toujours du mal à prendre ma place dans un groupe, à m'exprimer. Et je finis par accepter. Je dis, ben, allons-y, il y a la peur, et bien on y va. Et j'ai répété X fois, j'avais mon texte. Je me suis entraînée. Et malgré l'entraînement, le jour J arrive, et puis c'est à mon tour de parler. Et avant même de commencer à parler, je deviens rouge comme une vivoine, le cœur s'accélère à la chamade, la boule est ici, et ben, il faut y aller. Et donc je commence à parler, je bafouille, je parle vite. Je ne parle pas trop vite, là. J'ai l'impression que je m'emballe un peu. Ah bon? Vous me dites, hein? Et en fait, ce qui est drôle, c'est qu'au fur et à mesure que je lis mon texte, je sens, en fait, les manifestations. C'est-à-dire que c'est comme s'il y a une voix, moi, qui me dit « Ah, ben, tu as le cœur qui observe ce qui se passe dans mon corps. Ah, ben, tiens, tu as le cœur qui bat vite. Tiens, j'avais la feuille entre les mains. Ah, ben, tu as la feuille qui tremble. J'avais du mal presque à lire. » Et je rigole et du coup, je me perds dans mon truc. Et donc, il y a comme un observateur qui se met en place et qui repère toutes les sensations et les manifestations et physiques et corporelles au moment où je me mets à parler. Et bizarrement, sans que je fasse quoi que ce soit, je me rends compte qu'après, ben, je parle plus lentement. Mon cœur, il se ralentit. Je prends une grande, parce que la respiration était très thoracique, et je termine en fait ma présentation calmement, tranquillement, et je sens que mon corps s'apaise. Alors pourquoi je vous raconte ces petits exemples? Parce que le premier constat que je fais, c'est qu'en fait, écouter le corps, c'est choisir que le mental ne soit plus aux commandes. C'est faire un choix. Qui tient la télécommande? Alors l'invitation, peut-être une fois par jour, sur un rituel, sur une de vos habitudes. À qui j'ai envie de donner la télécommande? À la conscience? Au dialogue intérieur? Ou à mon corps? Et en fait, je me suis rendu compte que trop longtemps, trop souvent, c'est le dialogue intérieur qui tient la télécommande. Et qui m'amène n'importe où. Et il a toujours un os à ronger, et il a toujours une imagination débordante pour me sortir de ce que je suis en train de vivre là dans l'instant. Ce que ça raconte, là. Et quand ça raconte, je ne suis pas avec moi, en fait. Et donc, une fois par jour, je nous invite à nous poser cette question. Qui est aux commandes? Et puis, à qui j'ai envie de donner la télécommande? Peut-être qu'il y en a, ça va de donner la télécommande au dialogue intérieur. Tant mieux si ça vous va. Moi, ça m'use, en fait. C'est énergivore. J'ai du mal à m'endormir, en plus. Bon. Et que le corps, on ne peut pas non plus être tout le temps en train de danser. Hein. Il y a la vie à côté. Et donc, c'est ça. L'invitation, c'est vraiment de se questionner, tiens, voilà. Qui est le maître?
C'est un peu l'histoire, le symbole du carrosse avec les chevaux, et qui c'est qui tient les rênes du carrosse, en fait. Est-ce que c'est les chevaux qui partent dans tous les sens, donc le dialogue intérieur, ou est-ce que c'est moi, le cocher, qui dit aux chevaux, ben non, on va aller à droite ou on va aller à gauche? Ou celui qui est dans le carrosse. Chemin faisant, je deviens mère. Et l'idée, avant de mettre au monde ce petit être, c'est je vais prendre un congé parental pendant 3 ans et je vais m'occuper de mon enfant. Et puis très rapidement, je me rends compte que rester à la maison avec mon petit garçon et attendre que papa rentre le soir, ça va 1 semaine. Mais j'ai bien senti, je me suis rendu compte que c'était vraiment pas pour moi de rester à la maison. Et j'admire les personnes qui... Mais bon, j'ai senti qu'il y avait autre chose en moi qui m'animait. Et donc, en parallèle, j'ai suivi mon conjoint et l'idée, c'était de faire une reconversion professionnelle, de repartir à la fac et de me former au métier de conseillère en insertion professionnelle. Je me voyais comme un coach qui valorisait le potentiel des personnes, qui les encourageait à repartir sur le marché du travail et continuer à être dans cette relation d'aide. Et puis, 1 an plus tard, la vie a décidé de rappeler le papa de mon garçon. Et donc, je deviens une maman solo, étudiante à la faculté. Sacrée aventure. Et là, la peur de nouveau se manifeste. Comment mon fils va-t-il pouvoir vivre sans papa? Et moi, comment vais-je réussir à nourrir mon garçon? J'étais à la fac, je percevais des allocations. Au bout de 2 ans, il fallait que je travaille. C'était panique à bord. Et puis, est-ce que je vais être une bonne mère pour mon garçon en étant toute seule? Et une croyance était en moi que l'autorité permettait justement de tenir les limites, de donner des limites. Et en même temps, ma crainte, c'était que ces limites-là créent un conflit avec mon fils. Et comment j'allais faire toute seule en trouvant la juste place, trop permissive, trop autoritaire. Et d'ailleurs, pour exemple, dès que j'avais le dos tourné, mon fils, parce que j'avais peur, je ne sais pas pourquoi, j'avais peur qu'il mange trop de bonbons. J'avais peur qu'il soit trop addict aux jeux vidéo. Donc, il n'y en avait pas à la maison. Il n'y avait pas de bonbons, il n'y avait pas de jeux vidéo. Sauf que quand j'allais à l'extérieur, dans d'autres endroits où il y avait des bonbons et des jeux vidéo, dès que j'avais le dos tout tourné, mon petit garçon demandait des bonbons et des jeux vidéo. Et donc, j'étais dans l'extrême, en fait. C'était ou blanc ou noir. Et puis, chemin faisant, dans ce développement personnel, je rencontre la communication non violente. Et là, c'est une révélation. Et je dis, allez, on va mettre en pratique. Ça ne peut être qu'utile dans mon quotidien, avec la famille, avec les amis et surtout avec mon garçon. L'adolescence arrive. Les conflits aussi. Et ils s'accentuent. Ils deviennent plus intenses, ils deviennent plus forts, plus réguliers. Et là, c'est le choc. Parce qu'à un moment donné, je me rends compte que quand je suis en train de lui crier dessus, il y a un truc à l'intérieur de moi qui s'amplifie de plus en plus. Et à chaque conflit, ça augmente d'un cran plus haut. Et je me dis, mais comment est-ce possible? Je suis face à l'être que j'ai mis au monde, la chair de ma chair, et quand on vit un désaccord, c'est comme s'il n'existe plus. Et il y a une pulsion de violence que je ne soupçonnais absolument pas à l'intérieur de moi. Et là, je dis, waouh!
Et là, pareil, sidération. Mais comment c'est possible? Comment c'est possible de passer de tout amour à un désaccord intellectuel, pour parfois des broutilles? Et comment ça peut faire vriller? Et là, je dis, non, mais ça ne peut plus durer, en fait. Parce qu'on vit en duo, tous les deux, au quotidien, autant pour lui que pour moi, parce que je me mets un petit peu à sa place. Je me dis, bon, moi, ça va, c'est l'autorité, c'est la mère, mais lui, en fait. Et lui, à sa place, comment il vit ça? Et grâce à la communication non violente, ben, je vais lui proposer qu'on fasse une pause. Et à chaque fois que je sens que ça monte, je vais lui dire, écoute, ce que je te propose, c'est qu'on va arrêter d'en parler, je vais m'isoler dans ma chambre, je vais aller voir un petit peu ce qui se passe en moi, je vais faire redescendre la pression, et puis quand on sera calmés tous les deux, on en reparlera. Et à chaque fois, le plus souvent possible, j'essaie d'instaurer ça avec lui. Et effectivement, je me rends compte que, ben là aussi, comme les malaises vagos, à force d'entraînement, j'arrive à identifier de plus en plus tôt les manifestations physiques quand la violence est en train de monter, quand la colère est en train de monter. Et quand même, je commence à être agacée. Et puis arrive un autre domaine. En parallèle, et c'est fou, les synchronicités, c'est-à-dire qu'à la même époque de cette adolescence, eh bien, je me rends compte que quand j'arrive dans ma famille, avant même d'arriver dans ma famille, dans la voiture, j'ai mon cœur qui s'accélère. Je me tends. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je viens de vivre? Alors, à chaque fois, j'essaie de comprendre, mais qu'est-ce qui s'est passé avant? Ben non, j'ai rien fait de particulier, tout ça. Et je me rendais compte que quand j'arrivais dans la famille, je n'étais pas moi. C'est-à-dire, oui, ça va, j'étais tout sourire. Et à l'intérieur, j'étais toute contractée, j'étais tendue. Et je pouvais même être très, très agacée, mais je contrôlais, en fait. Je me retenais d'être agacée. Parce qu'en fait, il fallait que je me taise. Parce que si j'ouvrais la parole, si j'ouvrais ma bouche, j'avais peur de déclencher un conflit. Et je ne voulais pas être à l'initiative d'un conflit. Sauf que, entre cette peur de créer du conflit, ce que me raconte ma tête, et puis ce que je vivais à l'intérieur, ben ça grandissait de plus en plus. Cette retenue. Et ce combat intérieur entre ce que ma tête elle me disait, non, tu dis rien parce que il ne faut pas que tu crées un conflit, et puis cette tension qui augmentait, cet agacement, et des fois avec l'envie d'exploser. Et grâce à la CNV, eh ben, j'ai dit, on va mettre en pratique, même dans la famille. Et là, j'ai commencé à mettre en mots, voilà ce que je vis, voilà ce que je ressens, voilà ce qui se passe en moi quand tu fais ça. Alors, très rapidement, je me suis rendu compte que quand on se forme à la CNV et que les autres ne sont pas formés à la CNV, on nous regarde avec des grands yeux comme ça. Mais de quoi elle parle? Qu'est-ce qui lui arrive? Quelle bouche l'a piqué? Et oui, et je peux comprendre en fait, parce que c'est déroutant. Mais bon, à force, il s'y habitue en fait. Et à force de dire ce que je vis quand je suis en relation et que je suis en désaccord, que je ne suis pas du même avis et que je demande, non, avec mon fils, je n'ai pas envie que tu fasses comme ça. En fait, je sens que ça se libère en moi. Et à chaque fois que je retourne ensuite chez papa et maman, je me sens de plus en plus détendue et j'ai de moins de tension. Qu'est-ce que ça fait du bien d'arriver avec le sourire? Ça va? Oui, ça va, super. Parce qu'en fait, là, l'extérieur correspondait avec ce que je vivais à l'intérieur. Je n'avais pas à mettre de masque, à donner une apparence que tout allait bien, alors qu'à l'intérieur, c'était l'inverse. Et ça faisait du bien
d'être authentique, en fait, d'être authentique avec moi et d'être authentique avec eux. Voilà ce que je suis là à l'instant. Et j'ose vous offrir cette authenticité-là. Et le dernier domaine, c'est la relation amoureuse. Là, j'ai rien vu venir. On est dans un champ, on se balade. Et un jour, une phrase de trop, j'explose. Et là, je découvre ma voix. Mais une voix comme je ne l'avais jamais entendue. Je dis, ah ouais, je peux crier aussi fort. Alors, heureusement, on était dans un champ, il n'y avait pas de voisins autour. Et là, je me mets à crier, je me mets à hurler. Je vide mon sac. Parce qu'en fait, X temps avant, je retenais. Pareil, je ne disais pas, mais non, pas de conflit. Parce qu'en plus, le compagnon, il avait tendance à se mettre en colère, donc je n'allais pas mettre de l'huile sur le feu. Je n'allais pas en rajouter, ça suffisait. J'avais fait le choix pour la relation, en fait. Pour prendre soin de la relation, je ne vais pas créer de conflit. Sauf que j'étais du coup en conflit à l'intérieur avec moi-même. Parce que je ressentais des choses que je n'osais pas mettre en mots. Pour ne pas le déranger, pour le protéger, pour pas réveiller encore plus d'inconfort chez lui. Et là, je ne vois rien venir, en fait. C'est l'explosion. Et là, je me dis, waouh, qui c'est celle-là? Je ne la connais pas. C'est la première fois que je la rencontrais, que je la découvrais. Je dis, ah ouais, c'est possible que tu vives un truc comme ça, de cette intensité-là. Waouh. J'avoue, ça m'a fait peur. Ça m'a fait peur parce que, en fait, c'est comme si c'était une continuité de ce que j'avais pu commencer à ressentir au début avec mon garçon. Mais là, dans la relation du couple, c'est comme s'il y avait presque une autorisation supplémentaire à... Waouh! Alors c'est sûr que le compagnon de l'époque, il n'a rien compris. Lui aussi, il s'est dit, mais qui c'est celle-là? Je ne la connais pas. Et je peux comprendre que ça soit déroutant. Entre ce que je donnais à voir dans le quotidien, et puis là, cette explosion. Parce qu'après, on se dit, elle peut ressurgir à tout moment, celle-ci, maintenant qu'elle est sortie. Et là, j'ai dit, plus jamais d'intensité comme celle-ci, en fait. Parce que ça fait très mal à la gorge. C'est très violent à l'intérieur. Et donc, on s'était formés tous les deux à la CNV. Donc, on a encore plus pratiqué. Donc, ce que je faisais, c'est que quand j'étais en colère, sur le moment, je ne disais rien, pour éviter de mettre l'huile sur le feu. Par contre, quand je me retrouvais toute seule, comme disait Marshall Rosenberg, et peut-être nous le dira demain Thomas d'Azenbourg, j'ai fait pisser mon chacal. C'est-à-dire que, à chaque fois que j'étais en colère après lui, ou après quelqu'un d'autre, toute seule, dans la voiture, était comme ci, était comme ça, et tous les dents d'oiseaux, et je criais, et je hurlais, il n'y avait que moi qui entendais, mais au moins, voilà. Et qu'est-ce que ça faisait du bien? Qu'est-ce que ça me soulageait de pouvoir mettre en mots, là, ce trop-plein, mais que je gardais pour moi, que je ne remettais pas dans la relation. Et puis ensuite, quand on se retrouvait, là, je pouvais dire plus calmement, voilà ce que j'ai ressenti quand tu m'as dit ça, ou quand tu as fait ça. Moi, j'aurais besoin de ça. Et comment on pourrait faire? Qu'est-ce que tu en penses? Les fameuses 4 étapes, les faits, les sentiments, les besoins et la demande. Alors, le deuxième constat, porter attention au corps, c'est interrompre immédiatement le ping-pong verbal. Voilà le constat que je fais aujourd'hui. C'est si je me recentre là, je ne suis plus dans la relation en fait. Je ne suis plus à alimenter
Ping, pang, non c'est toi, non c'est moi, et si, et ça, et t'as pas fait ci, t'as pas fait ça, ouais mais t'aurais dû. Si je me recentre là, j'alimente plus ça. Alors l'invitation, la proposition. Peut-être dans un premier temps, c'est quoi les premiers signaux qui sont en train de m'indiquer que je suis en train de... que la moutarde commence à me monter au nez? C'est quoi les signaux corporels? C'est quoi les indicateurs? Par quoi ça commence? Est-ce que c'est la voix? Est-ce que c'est les gestes? Est-ce que c'est le silence? C'est quoi? C'est quoi les signaux? Est-ce que c'est le cœur qui palpite? Est-ce que c'est les mains qui sont moites? Quels sont mes signaux intérieurs quand je sens que je peux commencer à être agitée, agacée vis-à-vis de l'autre? Et puis, peut-être qu'on peut aussi questionner le partenaire ou la partenaire. Et toi, c'est quoi tes signaux quand tu sens que tu as la moutarde qui te monte au nez? Marshall Rosenberg disait, peut-être avant d'aller sur la colline de l'autre, allons sur la nôtre en premier. Et donc, après que je sois allée sur ma colline pour essayer de comprendre quels sont mes signaux et qu'est-ce qui s'est passé en moi à ce moment-là, eh bien, ensuite, je peux tenter de rejoindre l'autre sur sa colline et lui demander « Et toi, qu'est-ce que tu as vécu, en fait ?» Et c'est quoi tes signaux à l'intérieur? Ça peut l'inviter, ça peut l'aider aussi à peut-être un peu plus se comprendre et se connaître. Et puis l'autre étape, c'est comment on pourrait essayer de faire différemment? Tiens, on pourrait faire comme ça. Et puis on essaie. Non, ça ne marche pas trop. Bon, la prochaine fois, et si on essayait autrement? C'est-à-dire qu'on va mettre le questionnement de faire autrement dans la relation, en fait. Plutôt que ça soit ou l'un ou l'autre. Parce que j'entends souvent ça dans mon cabinet. Mais ouais, mais j'ai cherché une solution. Oui, mais la solution du couple, de la communication, ce n'est pas qu'une personne qui est responsable. On est co-responsable de ce qui se passe dans la relation. Il y a un individu, un autre individu qui sont réunis par une relation. Mais la relation, elle tient parce qu'il y a deux individus. Chacun a sa corde, en fait. Chacun est responsable de son bout de corde. Le temps passe. Les réminiscences du mal-être, parfois des idées noires peuvent revenir. Sauf que là, quand on est maman, non, on n'a plus droit aux idées noires. Bon. Et pourtant, j'ai des moments de traversée de tristesse profonde qui viennent me chercher en profondeur. Je suis désemparée, je suis perdue. Et ce n'est pas faute d'avoir tenté de demander de l'aide, mais je me rends compte qu'à un moment donné, ça ne suffit plus de demander au thérapeute, de parler au thérapeute. Ça ne suffit plus d'en parler avec les amis. Je ne sais pas, il se passe autre chose en fait. J'ai comme l'impression que j'ai besoin d'autre chose, mais je ne sais pas quoi. Et dernière solution qui me vient, c'est je vais aller voir papa, maman. Et un jour, d'une profonde tristesse, je vais sonner à leur porte. Et je leur dis, écoutez, posez pas de questions, j'ai juste besoin d'une étreinte en fait. Maman, tu veux bien me prendre dans tes bras? Et là, je m'autorise à pleurer dans ses bras, comme une petite fille qui vient chercher du réconfort auprès de sa maman. Et à ce moment-là, j'ai 47 ans, 45, 47 ans. Puis après, je demande à papa, et toi, papa, tu veux bien me prendre dans tes bras? Juste quelques instants, pouvoir m'appuyer sur toi. Et puis je repars. Et je sens que ça m'a fait du bien, en fait, de m'autoriser ce moment-là, de montrer cette tristesse, d'oser leur montrer, oui, j'en suis là. Mais c'est pour le moment, c'est pas grave, en fait. Je vais repartir tout à l'heure, demain. C'est juste momentanément. J'ai juste besoin de ça momentanément. Et je ne peux pas me le donner toute seule.
Et puis un jour, le corps de ma mère va déclencher une maladie. Elle rentre dans un protocole expérimental. Elle y croit, on y croit, on est à ses côtés et on chemine soudés. Les résultats sont positifs, on avance, on se soutient, et à un moment donné, les résultats rechutent. Elle n'y croit plus. Elle fait de moins en moins. Elle a de moins en moins d'envie, elle a de moins en moins d'élan. Et quand je vois ça, va naître en moi une violente colère. Et je vais lui en vouloir. Allez maman, on va faire ci, on va faire ça. Oh mais tu pourrais faire ci, tu pourrais faire ça. Oh mais quand même. Je deviens un peu virulente. Et puis, je vois bien qu'en face, ça ne fait rien en fait. Que ma colère, enfin, on va dire que mon agacement, la colère, je ne la laisse pas sortir entièrement. Il y a de la retenue. Mais cet agacement, ben, il est là, présent dans la relation. Et il n'y a rien qui bouge. Et le fait que ça ne bouge pas, ça m'interroge. Tiens, ça ne fait rien malgré ce que je lui dis. Et puis je me dis, mais en fait, Sandra, tu sais pas ce qu'elle vit. Tu n'as jamais vécu ça. Tu n'es pas à l'intérieur d'elle. Pour mesurer l'intensité de l'impact du traitement, de la maladie dans le corps. Tu n'en sais rien. Qui tu es, toi, pour juger ta mère, qui n'a pas plus envie de bouger. Et le fait de m'autoriser à me dire ça, il y a quelque chose qui s'apaise en moi, qui s'adoucit. Et je découvre derrière cette colère, et donc du coup cette protection, ben derrière cette colère, il y a une profonde tristesse en fait. C'est de perdre le lien avec celle qui m'a mis au monde. Comment je vais faire sans elle? Et du coup, ben, je vais la rencontrer, cette tristesse. Et puis je me rends compte aussi qu'il y a de l'impuissance. Comment apaiser sa souffrance? Comment la soulager? Ben, je ne sais pas. Jusqu'au jour où ben, je m'autorise à lui poser la question, ben, maman, tu as besoin de quoi? Je me sens impuissante, qu'est-ce que je pourrais faire pour toi? Elle ne sait pas. Mais au moins, je lui ai posé la question. Et on continue à avancer, comme ça. Et donc, tout ceci pour vous dire qu'en fait, mon autre constat, c'est que dire oui aux émotions, ben, c'est embrasser sa vulnérabilité. C'est être au plus près de soi, en fait. Offrir à l'autre, ben voilà ce que je suis là à cet instant. Ça ne me définit pas en tant que tel, mais là, à cet instant, voilà ce qui se passe en moi. Je ne suis pas l'émotion. Non, c'est comme la météo, c'est comme les nuages dans le ciel. Je ne suis pas l'émotion. Mais là, à cet instant, voilà ce que je vis. Et je le mets en mots. Et en le mettant en mots, ben, c'est fou, ça fait comme les nuages, en fait. Ça traverse, et puis ça s'en va. Le fait que ça soit nommé, le fait que ça soit reconnu, identifié. Ah ok, je vois l'émotion là. Alors l'invitation, je n'ai rien inventé, hein, de miraculeux. Mais l'invitation, c'est le plus souvent que l'on peut. C'est d'aller à la rencontre de ces émotions. Comment elles se manifestent dans le corps? Et là, on oublie le dialogue intérieur. Ouais, qu'est-ce que tu racontes, le pourquoi, du comment ça se fait? Ben, là, c'est juste comme un parent qui va accueillir un nouveau-né. Ben, c'est l'invitation, en fait. Comment on pourrait accueillir nos émotions comme si on accueillait un nouveau-né? Ah, ok, là, je sens qu'il y a une boule ici, au plexus. Ah, ok, je sens ici que ça me compresse. Ah, et puis j'ai un de ces mal au trapèze. Voilà.
aller à la rencontre des sensations corporelles. Alors bien sûr, je sais bien que ce n'est pas facile et que c'est un entraînement. Tous les jours, je me rends compte qu'il y a des gens qui sont complètement coupés de leurs émotions, qui n'ont pas du tout accès à leurs sensations corporelles. Waouh! Et ouais. Je ne critique pas. Chacun fait comme il peut, en fait. Mais à force de se poser la question, il se passe quelque chose, en fait. Juste se poser la question. Le plus souvent possible. Et plus on le fait, et plus on va prendre cette habitude d'identifier, de repérer et de se comprendre, en fait. Qui je suis? Comment je fonctionne? C'est quoi qui m'agite en premier? Et c'est ni bien ni mal. C'est ma réalité. Et j'aime bien le titre d'un livre de Pema Chodron qui nous dit « Entrer en amitié avec soi-même ». Et si finalement se poser cette question « C'est quoi ma météo? Comment je me sens à cet instant ?» C'est un pas vers soi, un pas pour se rencontrer, pour découvrir, voilà, c'est quoi ma météo intérieure de l'instant? Qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce que je suis en train de vivre? Alors, je ne vous ai pas tout dit. Non, parce que je pourrais vous en raconter des tonnes. Mais oui, je vais vous faire une confidence. C'est qu'à côté de ça, à côté de ces beaux exemples que je vous ai donnés, je l'ai rejeté, mon corps. Je l'ai enfumé. Je l'ai gavé. Je l'ai chocolaté. Et combien de fois j'ai eu honte de lui? Et combien de fois j'ai cherché à le cacher? Parce que je croyais qu'il me définissait, en fait. Et oui, je l'ai renié. Combien de fois je l'ai renié? Combien de fois j'ai voulu le quitter? Et je l'ai assumé. J'ai assumé jusqu'au bout cette réalité. Parce que c'était ma réalité. Je n'avais plus d'issue, je ne voyais que celle-ci. Alors oui, c'est pas bien. Mais plonger dans cette autorisation de « oui, j'en suis là en fait », c'est déjà entrer en amitié avec moi-même. Voilà ma réalité de l'instant. Pourtant, je voulais l'aimer, mais je n'y arrivais pas en fait. Alors j'ai continué à manger beaucoup de curly, j'ai continué à manger beaucoup de tablettes de chocolat pralinées, mais au fur et à mesure, en fait, je me suis autorisée à les manger. Et ouais, ça sera encore un paquet ce soir. Et ouais, ça sera encore une tablette ce soir. Mais pour le moment, t'en es là. Et je ne sais pas pourquoi, mais je savais que ça ne durerait pas. Et je comprends en fait que tous ces allers-retours, en fait, ils étaient nécessaires. Ils sont encore nécessaires, ces allers-retours. Parce que je les vois comme des paliers. Quand j'ai voulu arrêter de fumer, il a fallu que je fasse 12 tentatives, ou 10 ou 15, je ne sais plus, pour apprendre à comprendre ce que c'est que de sentir l'envie. Ça m'a permis encore de me connaître. Ah ok, ça fait ça. Ah ok, ça fait ça. Ok, 3 jours, ça fait ça. 4 jours, ça fait ça. Oh non, là, c'est plus possible. Allez, on reprend et on repart. Mais c'est tous les retours-là, tous ces processus-là qui m'ont permis à un moment donné de dire stop. Alors oui, je suis tombée à plusieurs reprises dans les abîmes de la tristesse, en pleurant maman de tout mon corps, jusqu'au jour où j'ai entendu une voix. Waouh! Tu souffres à ce point-là?
Et je me suis dit, cette voix qui vient de l'intérieur, ah mais c'est donc ça. Mais je crois qu'on appelle ça la reconnaissance. Alors je ne suis pas arrivée toute seule. Les amis m'ont aidée. La famille m'a soutenue comme elle a pu. Et cette reconnaissance, elle est teintée d'autres voix, d'autres regards, d'autres présences, d'autres sourires. Avec Madame T, Monsieur F, Monsieur M, Madame F, Madame L et aujourd'hui Monsieur T sont tous les thérapeutes que j'ai rencontrés. Ils m'ont écouté, ils m'ont accompagné, ils ont validé ma réalité émotionnelle à chaque fois qu'elle se manifestait en séance. Et grâce à la thérapie, et plus précisément grâce à la relation d'aide, j'ai compris que s'allier au corps, c'était se reconnaître comme seul témoin de sa réalité intérieure. Dans mon corps se trouve l'histoire de ma, on va dire, conception jusqu'à aujourd'hui. Mon historique se trouve dans chacune de mes cellules. Et personne n'a accès à ça, si ce n'est moi-même. Et donc, je comprends mieux aujourd'hui pourquoi dans la relation amoureuse, la relation est aussi un aussi gros enjeu. C'est qu'en fait, on y met ça. Je ne suis pas en capacité de répondre à mes besoins, de répondre à mes manques, et j'attends que ce soit l'autre qui y réponde. Et donc, les dés, ils sont pipés d'avance. Mais bon, on fait comme on peut. Mais aucun thérapeute, aucun mari, aucun parent n'aura accès à votre réalité intérieure, si ce n'est vous-même. Je vous remercie.